Et maintenant, on donne la parole au représentant des laboratoires Novo Nordisk, M. Samir Ramdan, pour présenter ses deux collaborateurs, ses deux co-animateurs du SIMPO sur la stratégie thérapeutique dans la gestion des hémorragies chez les hémophiles et autres pathologies hémorragiques rares, que sont les docteurs Ferrouj Nawal et Ben Sadouk Mriam. À vous la parole, monsieur. Alors rapidement, je vous remercie à toutes et à tous d'être présents pour ce SIMPO. Aujourd'hui, je suis très content d'être là à Chlef pour parler des maladies hémorragiques rares et l'hémophilie. Ce qui est important pour nous, en faisant ce SIMPO, c'est que chaque généraliste connaisse la pathologie et sache parfaitement prendre en charge les saignements qui découlent au niveau de cette maladie. Parce que, comme vous le savez, c'est des pathologies rares et le saignement est souvent fatal. Et pour parler de ça, qui d'autre que deux experts nationaux, Dr Ferrouj et Dr Ben Sadouk, pour présenter ces pathologies et la façon adéquate de prendre en charge ces pathologies. Merci, je vous remercie. Je remercie les laboratoires Novo Nordisk et les organisateurs pour cette occasion. Je vais parler de l'hémophilie en premier et ma collègue va parler des autres désordres hémorragiques. Donc, l'hémophilie, c'est une coagulopathie congénitale chronique. Elle touche surtout le garçon parce que transmission liée au chromosome X. Il y a un déficit en facteur de la coagulation, le facteur 8 pour l'hémophilie A et le facteur 9 pour l'hémophilie B. L'hémophilie A, bien sûr, elle représente 85% de la population générale. Comment on fait le diagnostic? Pour faire le diagnostic, il faut commencer par un interrogatoire. On pense à l'hémophilie devant des antécédents familiaux. Il faut toujours demander, faire une recherche des antécédents familiaux de maladies hémorragiques. On va voir si le saignement, c'est des saignements précoces chez surtout le garçon. Mais on a quelques cas d'hémophilie féminine, mais c'est surtout le garçon. On va rechercher des ecchymoses dans la petite enfance, des saignements surtout spontanés, en particulier dans les articulations, les muscles et les tissus mous. Et surtout, il faut faire quand on fait l'interrogatoire, il faut toujours rechercher un saignement après la circoncision. Parce qu'on fait beaucoup de diagnostics d'hémophilie après une circoncision. Pourquoi? Parce que bien sûr, on ne fait pas le bilan d'hémostase avant la circoncision. C'est ça le problème. Il faut toujours faire un bilan d'hémostase, surtout le TCK, avant une circoncision. Alors, quels sont les signes cliniques évocateurs d'une hémophilie? Donc, c'est surtout les marthroses. Les marthroses, c'est la symptomatologie hémorragique pathognomonique, on peut dire pathognomonique de l'hémophile. Qu'est-ce qu'on a? On va avoir un épanchement de sang dans une articulation. Donc, on aura une douleur, un picotement, une raideur, un gonflement de l'articulation. Et quand c'est les hémarthroses récidives dans la même articulation, on appelle ça une articulation cible. Comment on fait le diagnostic? Au départ, il faut faire un test de dépistage. Le test de dépistage, on va demander devant un malade qui vient ou un enfant qui vient avec une symptomatologie hémorragique, on fait toujours, il faut commencer par une formule pour voir le taux de plaquettes et on fait un bilan d'hémostase. Quand on fait un bilan d'hémostase, il faut un bilan d'hémostase complet. On ne fait pas un TP, on dit « Ah, le TP, il est normal ». Le bilan d'hémostase, c'est le TP et c'est le TCA. Dans le cas d'hémophilie, le taux de plaquettes est toujours normal, le TQ, il est normal et on va trouver un TCA qui est allongé, toujours supérieur à 10 secondes par rapport au témoin. Comme vous le savez tous, on lit un TCA par rapport à un témoin. Donc, il faut vérifier toujours les témoins. Et le TCA malade, dans le cas de l'hémophilie, on va retrouver un allongement supérieur à 10 secondes. Le test de confirmation, bien sûr, c'est le dosage de facteurs. Donc, pour l'hémophilie A, c'est le facteur 8. Pour l'hémophilie B, c'est le facteur 9. Et selon le dosage et les résultats du dosage des facteurs, on va classer notre malade. Donc, on va faire une classification de sévérité. Donc, c'est un hémophile sévère si le taux de facteur il est inférieur à 1%, il est modéré entre 1 et 5% et il est mineur entre 5 et 40%. Et selon le degré et le dosage du facteur, bien sûr, la symptomatologie clinique, elle n'est pas la même. Pour un malade qui a un taux de facteur inférieur à 1%, il y aura beaucoup plus de saignements spontanés, il y aura des hémarthroses fréquents,
Pour un malade modéré qui a un taux de facteur entre 1 et 5%, donc les saignements spontanés sont occasionnels, c'est surtout tout ce qui est provoqué. Et pour l'hémophilie mineure, généralement, on fait le diagnostic après une intervention chirurgicale. C'est un patient qui va saigner, soit après une circoncision, il va saigner abondamment, ou bien après on fait beaucoup de diagnostics d'hémophilie mineure chez l'adulte après une intervention chirurgicale. Donc, pour résumer, donc le diagnostic positif se fait surtout, j'ai dit surtout chez le garçon. C'est des saignements spontanés après des traumatismes minimes ou bien après des traumatismes minimes, des ecchymoses dans l'enfance avec l'apprentissage de la marche, des hémarthroses, avec des antécédents familiaux, cousins, oncles maternels. Donc la biologie, on a un TCK allongé et le dosage de facteurs qui est diminué. Qu'est-ce qu'on a comme manifestation clinique? Donc, le patient hémophile, il peut saigner dans n'importe quel endroit dans son corps. Donc, des saignements articulaires, des saignements musculaires, c'est des hématomes, ou bien des saignements autres, donc gastro-intestinaux, appareils génito-urinaires, des épistaxis, gingivorragie, des saignements graves comme le saignement au niveau de la tête. Alors, on va prendre quelques saignements les plus fréquents, bien sûr, c'est l'hémarthrose. Donc, c'est quoi l'hémarthrose? L'hémarthrose aiguë, on voit ici, il y a l'articulation normale, et à côté, il y a l'hémarthrose aiguë, il y a le sang dans l'articulation. Et comme symptôme, on va avoir des picotements. Le patient, il va venir, il va nous dire, j'ai mal. Dès qu'il y a la douleur, même si on voit que l'articulation, elle paraît normale, si le patient nous décrit une douleur, ça veut dire qu'il y a du sang dans l'articulation. Il faut prendre ça comme une hémarthrose. Donc, on aura une raideur par la suite, une douleur, gonflement, limitation des mouvements. On voit ici la différence entre les deux articulations des genoux. Voilà, une augmentation nette de l'articulation. Le deuxième symptôme, c'est l'hématome. L'hématome aussi, comment il se produit? Soit le muscle a été trop étiré, soit un post-traumatique, soit surmené. Et voilà, les causes courantes, c'est une chute, on soulève des objets trop lourds. Et les symptômes aussi, les premiers symptômes, c'est on peut avoir une boiterie, difficulté à bouger le membre chez l'enfant. On va avoir par la suite un gonflement et une douleur au niveau de l'hématome. Les sites de saignement musculaire, le patient peut saigner n'importe où dans ses muscles, le muscle iliaque, l'avant-bras, le mollet, le quadriceps, les fessiers. On a d'autres signes hémorragiques qui engagent le pronostic vital, bien sûr, surtout le saignement dans la tête. Quand on reçoit un malade hémophile, il vient, il nous dit « j'ai mal à la tête », il faut toujours prendre ça au sérieux. Parce que même s'il n'y a pas de notion de traumatisme, il faut toujours substituer, donner le facteur nécessaire et faire un scanner en urgence. Il faut toujours faire un scanner quand un malade hémophile nous dit « j'ai mal à la tête ». Pour les complications, le patient fait beaucoup. Il y a surtout deux complications majeures chez l'hémophile. La première, c'est les complications musculo-squelettiques. Donc, c'est l'apparition d'une arthropathie hémophilique chronique. Et la deuxième complication majeure, c'est le développement d'inhibiteurs. Donc, pour l'arthropathie hémophilique chronique, c'est l'effet progressif de l'hémarthrose, du sang dans les articulations. Donc, au départ, on a le saignement aigu. Après, c'est le stade synovite chronique. Et par la suite, on a l'arthropathie hémophilique chronique. Donc, on voit ici les dégâts articulaires au niveau osseux avec l'handicap moteur chez les patients. Les complications musculaires aussi, on a l'apparition d'une pseudotumeur. Ici dans la photo, c'est un patient qui a fait un hématome, il n'a pas été bien substitué, traitement insuffisant, donc après il y a eu l'apparition de la pseudotumeur.
La deuxième complication majeure, c'est le développement d'inhibiteurs. C'est des anticorps qui neutralisent les facteurs de la coagulation. Donc, patient qui n'a pas de facteur, il y a un déficit en facteur, on va lui donner des facteurs de la coagulation et le corps du patient, il va développer des anticorps contre les facteurs de la coagulation. Donc, les inhibiteurs, surtout c'est chez l'hémophile A, l'hémophile B, c'est rare d'avoir des inhibiteurs. Donc, comment on suspecte la présence d'inhibiteurs? Donc, si on met, le patient vient pour un saignement, une hémarthrose, un hématome, et on met le facteur et on voit qu'il n'y a pas d'amélioration clinique, il faut toujours suspecter l'apparition d'inhibiteurs. Comment on fait pour confirmer? Bon, je sais que peut-être à votre niveau, peut-être vous ne pouvez pas faire les recherches d'ACC, mais il faut toujours faire, on met le facteur 8 ou le facteur 9, et on va faire un TCK après. Si on voit que le TCK chez le patient est toujours allongé, il ne se corrige pas, il faut suspecter fortement l'apparition d'inhibiteurs. Quelle est la prise en charge thérapeutique? L'objectif majeur de la prise en charge d'un hémophile, c'est surtout prévenir et traiter l'hémophilie. Donc, traiter tout saignement chez un hémophile. Donc, dès qu'il y a un saignement, on le traite. Et aussi, surtout, prévenir le saignement. Donc, c'est vrai qu'on va traiter le saignement, mais l'idéal, le gold standard, c'est de mettre une prophylaxie pour éviter tout saignement, surtout les saignements graves. Et les autres objectifs, bien sûr, c'est traitement de la douleur. Le patient, le maître symptôme, au départ, il vient pour la douleur. Donc, il faut traiter la douleur. Il faut faire de telle sorte que notre conduite à tenir soit une bonne prise en charge pour le patient pour éviter les complications musculo-squelettiques, pour avoir par la suite une qualité de vie meilleure pour le patient. Donc, la prise en charge, il faut savoir que la prise en charge d'un patient hémophile, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Le patient hémophile va être pris en charge par l'hématologue, l'enfant par le pédiatre, le généraliste parce que vous êtes au niveau des urgences, donc vous allez recevoir des patients au niveau des urgences, l'infirmier, le spécialiste de l'appareil locomoteur, le psychologue, toute une équipe multidisciplinaire. Donc, dès qu'on fait le diagnostic d'hémophilie chez un patient, il faut commencer par faire une éducation thérapeutique. Donc, on fait une éducation thérapeutique du patient, s'il est adulte, ou bien le patient et la famille du patient. Donc, on va leur montrer les gestes à faire et les gestes à proscrire. Par exemple, pour les enfants, les vaccinations doivent se faire en sous-cutané. Il faut avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. On va leur montrer les sports autorisés et les sports proscrits. Donc, connaître les gestes contre-indiqués, par exemple les injections intramusculaires, le plâtre circulaire, la prise de température en intrarectal. Tout ça, c'est des gestes à proscrire chez l'hémophile. On va leur montrer les premiers secours à faire en cas de saignement. Donc, le repos, le RICE, c'est le repos, mettre de la glace sur l'articulation ou sur l'hématome, une compression et élévation du membre. Les différents types de traitements, je vous ai dit, donc il y a le traitement à la demande, c'est traiter le saignement. Dès qu'il y a un saignement, on le traite. Et le traitement prophylactique, c'est le traitement préventif, c'est de mettre un traitement, on va mettre du facteur, soit le facteur 8 pour l'hémophilie A, soit le facteur 9 pour l'hémophilie B. On le met en dehors de tout traitement. Donc, c'est un patient qui va être substitué, ça dépend 1, 2, 3 fois par semaine, pour éviter tout saignement. Pourquoi? Avec la prophylaxie, on va avoir, le but, c'est d'avoir un taux de facteur 8 toujours supérieur à 1%. L'idéal, c'est d'avoir un taux de facteur en permanence entre 3 et 5 pour éviter les saignements articulaires. Donc, pour la substitution, on sait que pour le facteur 8, une unité par kilo augmente le taux de facteur de 2%. Et la demi-vie, elle est de 8 à 12 heures. Pour le facteur 9, une unité par kilo augmente le taux de facteur chez le patient de 1%. Et la demi-vie, elle est plus longue, elle est de 12 à 24 heures. Donc, en cas de saignement aigu, il faut toujours traiter le plus rapidement possible. C'est pour ça le but, c'est pour ça il faut toujours, chez le patient, on garde toujours une dose de secours. S'il y a un saignement, nos patients, généralement, ils sont bien éduqués, ils savent s'injecter, ils reconnaissent le saignement. Donc, dès qu'on a un saignement, il faut mettre le traitement dans les 2 heures après le saignement.
Donc, quand on a un saignement aigu, quand c'est un saignement qui n'est pas très grave, donc on évalue et on va identifier le site de saignement et on met le facteur. Mais quand il y a un saignement grave, une hémorragie grave, je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a un saignement au niveau de la tête et on suspecte une hémorragie cérébrale, on ne va pas faire un scanner et après réception de scanner, on va mettre le facteur. Il faut toujours commencer par la substitution et après, on va faire le diagnostic. Donc, c'est les recommandations de la WHH 2020. C'est pour un patient hémophile, la prophylaxie est le gold standard. Il faut toujours instaurer une prophylaxie chez l'hémophile avec n'importe quelle option thérapeutique. Actuellement, il y a plusieurs options. Il y a les traitements à demi-vie standard, les traitements à demi-vie prolongée. Donc, il faut mettre une prophylaxie pour nos patients. Et il ne faut pas oublier la prise en charge de la douleur. On commence toujours par le paracétamol et après on peut passer, on veut passer jusqu'au tramadol par la suite. Et bien sûr, l'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils sont contre-indiqués, sont à éviter. Qu'en est-il des traitements des hémophiles avec SCC? Je vous ai dit la deuxième complication majeure chez l'hémophile, c'est le développement d'inhibiteurs. Et donc le patient, s'il développe des inhibiteurs, c'est pas la peine de lui donner du facteur 8 ou le facteur 9 parce que ça va pas donner. On va pas avoir de réponse. Donc il y a d'autres traitements, c'est les bypassants. Pour le facteur 7 activé, le Novo7, il faut mettre 80 microgrammes par kilo chaque 2 à 3 heures jusqu'à atteindre de l'hémostase, ou bien une dose unique de 270 microgrammes par kilo, ou bien il y a la deuxième option, c'est le complexe prothrombinique activé, le FEBA, aussi 50 à 100 unités chaque 12 à 24 heures. Pour la prophylaxie aussi, pour les patients avec inhibiteurs, donc on a le FEBA 50 à 80 unités 2 à 3 fois par semaine. Et on peut mettre le facteur 7 activé si on a une allergie au FEBA, donc 90 microgrammes chaque 2 à 3 fois par semaine. Et bien sûr, le traitement de choix, j'espère qu'on va l'avoir prochainement, c'est l'imicizumab, c'est un traitement en sous-cutané. Et aussi, il y a un autre traitement pour les malades qui développent des inhibiteurs. C'est l'ITI ou bien l'induction d'une tolérance immune. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du facteur 8, on va donner aux malades un schéma à base de facteur 8 ou facteur 9 selon le type d'hémophilie. Et pour induire une tolérance immune. Et donc, avec le facteur 8, on va permettre au système immunitaire d'accepter les facteurs de la coagulation manquante et d'arrêter la production d'anticorps. Donc, comment on définit un succès de l'ETI? Un type d'inhibiteur qui va être négatif, le taux de récupération normal. Je vais vous faire quelques cas cliniques rapidement. D'accord. Un cas clinique, donc c'est un enfant âgé de 10 ans, il pèse 38 kilos, il est suivi pour une hémophilie assez sévère. Il demeure à 100 km d'Alger, il a comme antécédents familiaux 2 oncles hémophiles, ACC positifs, et présente un saignement à répétition du genou droit. Avec un traitement à domicile, il a été traité par 500 unités de facteur 8 au niveau du dispensaire, avec un problème d'absentéisme pendant toute l'année. Donc, la première consultation à notre niveau, le patient présente une hémarthrose aiguë du genou droit pendant 24 heures. Il a été traité à domicile 20 unités kilo. Il a reçu 2 doses à 12 heures d'intervalle. À son arrivée, le genou était augmenté de volume, douleur avec impotence fonctionnelle. L'enfant ne marchait pas. Donc, quels sont les points négatifs dans la prise en charge de ce patient? Déjà, le traitement a été mis tardivement. Le patient il a eu une hémarthrose. Il a commencé le traitement 24 heures après. La dose était insuffisante. Et aussi, bien sûr, le fait d'être très loin par rapport au centre, c'est un point négatif pour la prise en charge. Et il n'y a pas de prise en charge multidisciplinaire chez lui. Donc, le patient a été hospitalisé pendant 10 jours pour l'hémarthrose. Or, si le traitement, ça aurait été bien de mettre le traitement rapidement, les hémarthroses actuellement, on ne les hospitalise pas. C'est un traitement à domicile. Mais le patient, il y a eu un retard dans la prise en charge, donc on était obligé de l'hospitaliser. Il a été hospitalisé, traité pendant 10 jours, immobilisé avec des antalgiques. Bien sûr, on a commencé par faire une recherche d'ACC, vu les antécédents familiaux revenus négatifs. On a mis le facteur 8 à dose de 30 unités par kilo toutes les 8 à 12 heures, pendant 72 heures. Et on a après
réduit les doses par la suite. Et on a indiqué une rééducation fonctionnelle après l'arrêt du saignement. L'évolution de l'hémarthrose aiguë, il y a eu une bonne évolution, pas de douleur, une diminution nette du volume du genou. L'enfant se déplace et marche normalement. Le patient est sorti de l'hôpital, mais c'est quoi notre décision thérapeutique? Bien sûr, on a refait une éducation thérapeutique chez lui et on a commencé une prophylaxie secondaire avec traitement à domicile. La prophylaxie secondaire, ça veut dire quoi? Il y a plusieurs types de prophylaxie. Prophylaxie primaire, ça veut dire juste le patient a fait au moins 1 ou 2 épisodes d'hémarthrose, mais le patient a fait plusieurs hémarthroses, donc c'est une prophylaxie secondaire chez lui. Et il y a les recommandations des guidelines du ministère de la Santé pour les doses et la fréquence de la prophylaxie. Donc, l'évolution sous prophylaxie, le patient a été mis sous prophylaxie secondaire avec une bonne réponse, pas d'hémarthrose depuis 6 mois, il n'y a pas eu d'absentéisme et il y a une meilleure qualité de vie chez notre patient. Et je vous remercie. Ben, je vous remercie. Et là, je vais parler d'un autre type de saignement congénital. C'est le saignement qui touche l'hémostase primaire et qui touche essentiellement les plaquettes. C'est la thrombopathie de Glanzmann. Pourquoi je parle de la thrombopathie de Glanzmann? Parce que c'est la thrombopathie congénitale la plus fréquente. C'est quoi que cette thrombopathie? Eh bien, vous savez très bien que celui